Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Étienne Péniard et je représente aujourd'hui l'association Vaincre la mucoviscidose, comme l'a dit Sophie tout à l'heure. Vaincre la mucoviscidose a été créée en 1965 et en fait nous comptabilisons plus de 7500 patients en France et 140 patients sont pris en charge au centre de soins du Morbihan, à l'hôpital de Vannes et à l'hôpital de Lorient. La mucoviscidose est une maladie qu'on sait soigner, mais qu'on ne sait toujours pas guérir. C'est pour ça que nous sommes toujours en action, notamment avec les Virales de l'Espoir. Et c'est vrai que les troubles pulmonaires et digestifs sont particulièrement contraignants et malheureusement, quand on ne sait pas les guérir, il faut intervenir aussi quelquefois avec la greffe de poumon et quelquefois de poumon-foie et quelquefois poumon-foie-cœur. Donc vous voyez que dans cette association, pour cette maladie, nous sommes aussi très concernés par le don d'organes, et c'est pour ça qu'avec André Dutour, on est aussi dans le collectif Greffe Plus. Voilà, donc écoutez, je vais commencer par vous, Isabelle Gaudens, puisque vous êtes infirmière donc, au centre de prélèvement, parce qu'il n'y a pas de don d'organes si effectivement il n'y a pas d'abord un prélèvement. Et je voulais que vous nous parliez justement on a parlé tout de suite, Paul Molat en a parlé, effectivement de l'acte, de ce que vous faites, vous, comment vous intervenez auprès des familles. On pourra peut-être même rappeler tout de suite, on va vous donner un micro qui est là-bas, rappeler aussi peut-être les termes de la loi actuelle. Ce serait quand même bien aussi pour démarrer. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous, d'avoir été invitée, et je félicite la commune de Lisieux d'avoir organisé, de s'être engagée dans cette cause, et vraiment, je suis fière de cette commune. Merci. Bon, alors, je suis infirmière, mais je ne suis pas la seule infirmière, je suis avec Marie-Vonne et Sophie. Alors, Marie-Vonne est avec moi au sein de la coordination de l'hôpital de Vannes pour organiser les prélèvements d'organes à l'hôpital de Vannes. Voilà. Moi, j'y suis depuis 2009 et au préalable, j'étais confrontée au don d'organes puisque j'étais infirmière en réanimation. Voilà. Bon, la loi, qu'est-ce qu'elle dit la loi? La loi dit que nous sommes tous donneurs si nous n'avons pas émis de notre vivant la volonté de ne pas donner. Voilà. Mais la loi aussi nous impose, nous, équipes soignantes, de rencontrer systématiquement les proches. Si nous avons un patient dans le cas de mort encéphalique, nous les rencontrons forcément pour leur demander quelle était la volonté de leurs proches. Non pas leur demander leur autorisation, mais demander quelle était la volonté de leurs proches. Voilà. Et la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, eh bien, c'est que souvent, la discussion n'a pas été abordée. Et que les proches on discute entre eux, déjà on leur donne un temps de discussion et de réflexion, mais souvent ne peuvent pas prendre la décision pour leurs proches. C'est très compliqué pour eux. Donc moi, ici, aujourd'hui, je suis là aussi pour vous inciter à en parler facilement, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est une conversation comme une autre sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire après la mort. Et l'important, c'est de le dire, la famille, dans ce cas-là, respecte systématiquement la volonté de leurs proches. Par expérience, je peux vous le dire, ils la respectent, cette volonté, même si eux-mêmes ne sont pas pour. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des circonstances favorables pour les prélèvements? Pour les prélèvements, pour le don d'organes, en fait, dans quelle situation on peut donner? Voilà. Eh bien, ce sont des patients qui arrivent en réanimation systématiquement, vous en doutez, dans un état grave, avec une atteinte neurologique, un accident vasculaire cérébral grave, un trauma crânien grave aussi, ou d'autres anoxies cérébrales dues à des arrêts cardiaques inopinés. Donc toutes ces pathologies peuvent mener malheureusement à un don d'organes puisqu'il y a mort encéphalique, donc plus du tout de circulation intracérébrale. Tout cela est vérifié bien sûr par des examens obligatoires, un scanner et différents examens faits par le médecin réanimateur. Alors il y a toute une organisation entre le prélèvement et puis ensuite la transplantation. Vous nous en parlez un peu plus en avant aussi pour qu'on comprenne bien quel est le cheminement des organes. Alors, je vais essayer d'être brève, mais c'est toute une organisation qui va nous demander plusieurs heures en réanimation. Nous sommes appelés, infirmières coordinatrices, très tôt par le réanimateur afin d'organiser cette prise en charge du futur donneur.
Et bien sûr, dans cette prise en charge, il va y avoir la rencontre de la famille qui va souvent être découpée en plusieurs entretiens. Puisque bien entendu, d'abord le réanimateur va parler aux proches de la gravité de la situation, et puis après, nous serons introduites pour parler du don d'organes éventuel. Voilà. Donc différents entretiens, différents examens obligatoires à réaliser, tout cela prend environ une douzaine d'heures en réanimation avant de pouvoir aller au bloc opératoire pour ce prélèvement. Alors une fois qu'il y a eu prélèvement, oui. Donc c'est en fonction aussi des demandes qui sont faites. Oui. Alors ça se passe comment? Ça part de Vannes, parce que vous êtes à Vannes, donc, voilà. Qui est d'ailleurs un centre qui est plutôt reconnu pour l'excellence du... Oui, tout à fait. Nous en sommes fiers aussi, et André l'a très bien dit tout à l'heure, nous sommes le 3e centre en Bretagne, au niveau chiffre, hein, si on doit parler de chiffres, de prélèvement d'organes. Donc après 2 CHU. Voilà. Donc, comment ça se passe? Et bien entendu, au moment de, je vous ai dit, une douzaine d'heures environ pour organiser ce prélèvement. Et à la fin de ces 12 heures environ, hein, il va y avoir, nous sommes en contact avec l'Agence de la biomédecine, le pôle national de répartition des greffons, qui va valider notre dossier de notre donneur et qui après va proposer ces organes qui sont validés en France, sur le plan national, avec les personnes compatibles, bien sûr, avec notre donneur. Puisqu'il y a une nécessité de compatibilité aussi, vous devez le savoir déjà. Une compatibilité sanguine et du groupage, sans rentrer dans les détails, hein, du groupage tissulaire. Voilà. Donc double compatibilité nécessaire et les organes sont proposés sur le plan national selon une liste d'attente, bien sûr, très stricte, hein, très, que l'Agence de la biomédecine maîtrise mieux que moi d'ailleurs. Et donc il y a des super urgences, il y a des personnes aussi plus jeunes qui sont prioritaires, voilà, en fonction des pathologies. Et donc notre donneur, ces organes seront attribués à des receveurs qui peuvent être n'importe où en France. Voilà. Par exemple, à un moment, moi j'aurai une équipe de Marseille, je donne cet exemple-là, qui va m'appeler pour organiser leur venue à l'hôpital de Vannes, pour rechercher l'organe qui va être greffé ensuite à leur futur greffé. Donc ils vont se déplacer jusqu'à Vannes, atterrir le plus souvent à l'hôpital de Meucon, pour venir... Comment? Allez, ah, oui, pardon. J'ai dit quoi? Non, c'est une prévision. Excusez-moi. Donc atterrir à l'aéroport de Meucon pour venir après, prise en charge par une ambulance jusqu'à l'hôpital de Vannes et venir jusqu'à notre bloc opératoire. Voilà. Et il y a un temps différent entre le prélèvement et la transplantation selon les organes? Bien sûr, tout à fait. Tous les organes ne vont pas supporter le fait de ne plus avoir de circulation sanguine et de ne plus être oxygénés. Ils ne vont pas tous le supporter de la même façon. Les organes thoraciques comme le cœur et les poumons et ainsi que le foie vont supporter au maximum 6 heures voilà, au maximum. Donc vous imaginez bien qu'il y a urgence pour les transporter jusqu'à destination. Donc ils repartent en avion à partir de l'aéroport de Meucon jusqu'à destination. Donc tout ça, ça s'organise et c'est nous, coordinatrices, qui organisons ça avec l'aide du SAMU à l'hôpital pour organiser tous ces transports, bien entendu. Donc j'insiste là-dessus, c'est toute une chaîne de prélèvements avec en moyenne 70 personnes qui y participent à chaque prélèvement pour que tout se passe bien et tout s'organise bien. Quelle est la réponse négative que vous entendez le plus souvent? Est-ce que c'est facile parce qu'on n'en a pas parlé ensemble, parce que c'est pour des aspects religieux, philosophiques, enfin bon, c'est... Alors malheureusement oui, on peut avoir quelquefois les aspects religieux, mais pas trop encore en région de Bretagne. Je pense qu'en Île-de-France c'est un peu plus le cas. Mais pour avoir étudié toutes les religions, en fait aucune religion ne contre-indique le don d'organes. En fait c'est plus l'interprétation après de chacun. Et c'est ce qu'on peut leur dire à ces familles-là, mais bon, quand elles mettent en avant la religion, on ne peut plus grand-chose en général. Voilà. Et donc le refus, souvent, c'est par manque de connaissances. Voilà. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'en parler. Donc votre message aujourd'hui, oui. Votre message, c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler. Comme toute autre discussion, voilà, lors d'un repas de famille, aborder le don, céder éventuellement des petits prospectus qui peuvent aider à introduire le sujet. Et puis voilà, savoir, que ce soit oui ou non, peu importe, hein, mais savoir ce que veut l'autre, tout simplement. Merci Marie-Yvonne Giano. Est-ce que vous auriez un complément d'information ou un message complémentaire? Un message complémentaire, moi j'ai rejoint Isabelle, ça fait seulement 18 mois, donc je suis infirmière de réa pareil.
Ce qui m'étonne, c'est vraiment le fait que les familles n'en parlent pas entre elles. Ça, c'est la plus majorité des demandes. Voilà, on n'en a pas parlé. Mais malgré ça, moi, je me dis, on vit dans un monde qui tangue. Et malgré tout, les familles en fait trouvent la ressource en elles pour accepter le don. Et moi, ce geste-là, honnêtement, voilà, ils acceptent un don pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, et je trouve ça, il n'y a pas de mots, quoi, c'est joli. Enfin, c'est vraiment des valeurs. Vous avez raison. Le don représente. Vous avez raison d'insister. C'est pour quelqu'un effectivement qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est important. Voilà. Vous devez également vivre des moments intenses d'émotion, j'imagine. Oui. Ouais. Mais comme on a vécu d'autres expériences professionnelles et personnelles aussi. Hein. Avec quelquefois des relations entretenues avec les familles, justement, parce qu'il se crée un lien peut-être. Je pense qu'il y a une relation. Déjà. Ouais. Oui, évidemment. C'est quand même des moments riches. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Il y a toujours, à chaque fois, un lien important qui se crée entre nous et les familles, puisqu'on accompagne leurs proches jusqu'au bout. Nous allons au bloc opératoire avec eux jusqu'à la fin des prélèvements. Donc, évidemment, les familles ont un lien particulier avec nous. Et on leur propose aussi des nouvelles des greffés, à distance du prélèvement. Qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, on leur demande, et puis s'ils ne veulent pas, bien sûr, on ne les envoie pas, mais 3 mois environ après le prélèvement, on peut leur donner des nouvelles, de façon totalement anonyme, hein, vous vous en doutez. Voilà, et on peut leur donner des nouvelles. Il y a une chose importante aussi que je n'ai pas dite, c'est qu'il n'y a pas d'âge limite pour donner ses organes. Hein. Ça, c'est hyper important, parce que souvent j'entends dire « non, je suis trop âgée, ça ne me concerne pas ». Alors bien sûr, pas tous les organes, hein, mais pour le foie et les reins, au-delà de 80 ans, nous pouvons donner. Et d'ailleurs, nous avons eu des donneurs à Vannes de 90 et 91 ans, très bonne forme, qui ont donné leurs organes. Et puis on pourrait terminer effectivement sur le fait qu'après le prélèvement, donc le corps est rendu à la famille. Oui. Alors, vous pouvez en parler aussi. Ça, c'est une question aussi systématique, la restauration du corps. Comment va-t-on nous rendre notre proche? Eh bien, c'est une intervention comme n'importe quel vivant, hein, bien sûr, avec des cicatrices et des pansements. Mais sachez que, et j'en suis témoin à chaque fois, que les chirurgiens ont un profond respect pour les donneurs, bien entendu, et qu'ils sont rendus en excellent état de présentation. Voilà. Et il y a souvent aussi une organisation, ça aussi c'est important de le dire, l'hôpital de Vannes n'impose pas, mais propose des soins de restauration systématique après, plus pour la présentation en fait, et c'est pris en charge par l'hôpital de Vannes. Voilà. Merci Isabelle, merci Marie-Voile pour ces témoignages et qui permettent forcément d'éclairer sur ce qu'est le don d'organes, comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire. C'est tout. Merci. Effectivement, je connaissais un lien. Vous aviez une pathologie qui nécessitait, vous, une intervention rapide ou au contraire, c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps, vous avez été greffé du cœur? En fait, moi, j'étais malade depuis très très longtemps. J'avais une dysplasie du ventricule droit, donc un ventricule qui ne faisait pas du tout son boulot. Et donc au départ, je faisais des crises de tachycardie, pas très souvent au départ, mais enfin au début ça a été bien soigné par des médicaments. Et puis finalement, on a essayé le pacemaker, j'en ai eu 2 d'ailleurs, qui n'ont pas fonctionné. Enfin, la deuxième fois, ils me l'ont placé à Rennes. Et on m'avait dit, bon, on va essayer de vous remettre un pacemaker. Et si ça ne fonctionne pas, il faudra passer à l'étape supérieure. Donc, quand on vous dit ça, vous êtes déjà dans une chambre d'hôpital, pas à pas en forme, ça donne un petit coup derrière. Et donc, le deuxième pacemaker, effectivement, a fonctionné pendant 2 ans et demi. Où j'avais retrouvé une vie à peu près normale, et puis d'un seul coup ça s'est dégradé. Donc j'étais emmenée j'étais hospitalisée à Vannes et directement envoyée à Porchaillou. Et là-bas on m'a fait, parce que déjà 3 ans avant, on m'avait fait tout le bilan pour savoir si je pouvais être greffée ou pas. Et là tout était ok. Et la deuxième fois, on m'a dit, il y a 3 ans, donc il faut refaire tous les examens. Et là, en fait, ils se sont aperçus que le foie, avec tous les médicaments,
Il avait pris un petit coup aussi. Et donc, ils ont mis quand même près de 4-5 mois à se décider si on me greffait le cœur et le foie ou que le cœur. Et finalement, ils ont décidé de me greffer le cœur, de changer de cœur. Et effectivement, le foie, comme le cœur fonctionnait bien, le foie a assez bien récupéré. On va avoir une petite partie de nécrosée, mais j'arrive à vivre avec. Alors, ça fait combien de temps que vous avez été greffé? Ça me fait 22 ans, passé du mois de mai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette greffe? Parce qu'on voit que c'est quand même une transplantation qui a été préparée, c'est fort bien, tout le monde n'a pas nécessairement cette opportunité, cette chance-là. Donc, et après, là, d'emblée, comment avez-vous retrouvé une vie plus ou moins normale, ou normale d'ailleurs? En fait, moi au départ, ça a été plus au moment, au mois d'octobre, on m'a dit il faut vous inscrire sur une liste d'attente, mais on va attendre de savoir si on fait le foie et le cœur ou quoi. Et au mois de février, on m'a appelé, on m'a dit on a quelques examens supplémentaires à vous faire pour vous inscrire. Et on m'a inscrit le 15 mars 2002. Et donc là, je me dis, je savais que ça n'allait pas bien du tout. Donc je me dis, pourvu que ça arrive, attends, parce que j'ai été appelé le 2 mai. Donc, moi, quand je suis partie à Rennes, j'étais déjà sauvée, hein, c'était gagné. J'étais un petit peu déchantée après, mais je faisais plein déjà de projets, parce qu'il y avait tellement longtemps que je ne pouvais plus ni faire de sport, ni quoi que ce soit, je ne pouvais plus rien faire. Et donc, quand je me suis réveillée à Pontchaillou, quand je suis venue, je sens plus ce bazar là mon cœur qui battait n'importe comment. Et je me dis, oh, c'est impeccable. Et puis, donc j'ai été 6 semaines quand même à Pontchaillou, hein, parce que j'ai fait pas mal de complications. Et après, j'étais 4 semaines dans une clinique de réadaptation pour apprendre à faire du sport, ils apprennent ce qu'on peut faire ou pas faire. Prendre les gestes du quotidien, voilà, faire un peu d'activité. Et donc là, moi, quand je suis rentrée chez moi, je suis restée quand même 10 semaines en tout à Rennes, sans rentrer chez moi. Donc quand je suis arrivée chez moi, mes enfants m'ont dit, mais tu nous stresses parce que, en fait, je ne tenais pas en place. J'avais l'impression de vouloir vivre tout ce que j'avais vécu avant. Mais en fait, moi qui ne suis pas du tout pointilleuse sur le ménage, je le fais parce qu'il faut le faire. Je ne sens pas répéter. Mais je m'assoyais sur le canapé, je voyais un truc qui me gênait, j'allais le ranger, enfin, j'étais infectée, j'étais un peu... En fait, ce que vous nous dites, Madame Bien, c'est qu'en fait, d'emblée, vous avez voulu profiter de la vie, quoi. Ouais, voilà. Ah, c'est ça. Donc c'est ça qu'on retient, c'est ça qu'on entend. Profiter de la vie, faire des choses que vous ne pouviez plus faire. Ouais. Nécessairement, c'est ça. C'est clairement une renaissance. Moi, je ne peux pas dire merci à la famille de mon donneur, mais j'essaie de le faire à ma façon en allant avec Isabelle. Vous le faites aujourd'hui en témoignant. C'est en témoignant. Bon, j'ai aussi contacté la mairie d'Elvan, on va faire la même chose qu'ici. J'espère qu'on sera à la hauteur, parce que ici, elle était très bien organisée, le 26 septembre. Et puis d'aller comme ça et d'en parler à plus de gens possible pour que les gens en parlent, parce que c'est là le problème. Alors, est-ce que vous y pensez régulièrement? Après cette transplantation du cœur, vous pensez au donneur, vous pensez que vous avez eu une belle chance finalement? Vous y pensez régulièrement? Moi, je me dis tous les matins, si je vois le soleil se lever, je me dis c'est un jour gagné. Quoi. Et bien sûr qu'on y pense, et en particulier quand on vit des moments forts. Moi, je n'étais pas mamie quand j'ai été transplantée. Quand j'ai été mamie la première fois, je me dis, si je n'avais pas été transplantée, j'aurais jamais connu mes petits-enfants. J'en ai 4 maintenant, qui sont plus grands que moi, et on vit la vie à 200%. Donc c'est le plus gros message que vous pouvez passer à toute l'assistance, si effectivement il y avait des personnes qui seraient encore peut-être non pas en résistance, mais en hésitation. C'est le plus beau message que vous pouvez passer en disant effectivement, belle la vie, et puis connaître mes petits-enfants, c'est quelque chose qui est formidable quand même.
Et j'en parlais encore il n'y a pas longtemps. Mon frère et ma belle-sœur ont perdu un fils d'anévrisme. Et donc, il avait dit à ses parents qu'il voulait donner ses organes s'il lui arrivait quelque chose. En école, il est tombé, là, je sais pas, sur un terrain de sport, et il n'a pas pu être réanimé, il n'a rien pu faire. Et ma belle-sœur me disait encore, il y a des jours, elle a dit, moi j'aurais aimé savoir que son frère, ses poumons, ses yeux, ses reins, vivent encore quelque part, plutôt que de le savoir là où il est. Donc c'est le deuxième message que vous passez, il faut en parler. Il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler, on n'en parle jamais trop. Et moi j'ai dit souvent que c'est facile maintenant pour moi, parce que dans ma famille, forcément, tout le monde est sensibilisé, parce que des fois je me rabâche les oreilles peut-être, mais plus il y aura de gens à en parler, plus ça fera avancer les choses, je pense, parce que les mentalités ont quand même... moi, quand j'étais greffée, quand je suis revenue à Elvin, j'habite Elvin, j'étais une extraterrestre. Hein. Parce que personne ne voulait croire qu'on pouvait changer le... Enfin, les gens n'étaient pas conscients qu'on pouvait changer, ils étaient encore pas très connus. Donc tout ça, ça a bien évolué, et grand merci. Grand merci à vous pour votre témoignage, en tous les cas. Hein, ça nous Christian Leblanc, vous avez greffé d'un rein. Alors, quels sont les soins que vous aviez avant votre greffe? Comment vous viviez avant votre greffe? Parce que ça peut être demandé un certain temps. Disons, la maladie rénale, d'abord, c'est une maladie silencieuse. On s'en rend pas compte. On vit normalement, c'est lors d'un contrôle médical ou lors d'un dépistage comme ceci qu'il faut venir et là où on peut découvrir, et ce n'est pas qu'une maladie de vieux, je dirais, les maladies rénales. Nous avons, la Belle-Île-en-Mer, découvert une fillette de 12 ans qui était déjà gravement malade, qui a été hospitalisée de suite. Souvent on dit, oh ça va, je ne sais rien. Je prendrai un autre exemple, il y a 2 ans, à Lorient, un couple d'une trentaine d'années, la dame venait pour un contrôle de maternité, c'est le monsieur qui était hospitalisé de suite avec 5 grammes de diabète, il aurait pu faire un coma. Donc vous voyez, il faut que vous avez un grand endroit près de chez vous, un lieu de dépistage, venez. Si vous faites un bilan chez votre médecin, demandez des contrôles de glycémie et de créatinine. Voilà ce qu'il faut faire. Premier message. Voilà. Alors, on vit très bien, oui, avant votre greffe. C'était quoi votre vie? Normal, cuisinier au départ, et vendeur d'extincteurs, et tout, voilà. Donc beaucoup de routes, beaucoup de charges aussi, voilà. Alors vous avez été greffé, ça fait combien de temps? 8 ans, et là j'ai une petite larme à l'œil. J'ai été greffé 3 jours après l'attente à Nice. 86 décembre. Donc c'est forcément un moment qui marque. On m'a dit que ça était plausible, que j'ai eu un là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a réellement, concrètement changé dans votre vie alors? Ben, disons, par rapport aux dialyses, je vis normalement. Parce que vous n'avez pas parlé des dialyses finalement, c'est ça que je voulais d'abord dire. La dialyse, justement, c'est venir 4 heures tous les 2 jours, où vous êtes branché à une machine pour nettoyer votre sang. Je dirais encore, j'avais de la chance, après ces dialyses-là, je vivais pratiquement normalement, j'avais calmé mon chien, alors que malheureusement, dans beaucoup de cas, les patients sont, je dirais, complètement HS crevés, ils sont encore invités chez eux pour pouvoir récupérer de 4 heures de dialyse. Alors, combien de dialyses par semaine et pendant combien de mois ou d'années? En mon cas, 1 an et demi de dialyse. Et donc, le mardi, jeudi et samedi, par exemple, voilà, 4 heures. 3 fois par semaine, voilà, pendant 1 an et demi. Donc c'est quand même une forte contrainte. Oui. Donc c'est quelque chose, la greffe, c'est quelque chose que vous attendiez certainement avec beaucoup d'intensité. Bien sûr, et j'ai fait qu'un an et demi en dialyse, c'est peu, je dirais. Certaines personnes peuvent rester des années, certaines personnes ne veulent pas un corps étranger en elles, qui peuvent être dialysées pendant 27 ans, 30 ans, ne souhaitent pas prendre un corps étranger en elles. Je dirais une chose aussi par rapport à la Sécu. Vous savez qu'une séance de dialyse coûte environ 900 €. Alors, quand vous êtes dialysé à vie, merci Sécu.
Et justement, une fois qu'elle est faite, ça revient moins cher. L'opération est peut-être coûteuse, et ça reviendra moins cher par la suite en étant greffé que d'être dit en dialyse. Alors aujourd'hui, vous vivez Normalement. J'ai des jardins. Je dirais même aussi que des greffés peuvent faire des kilomètres et des kilomètres en vélo. Monsieur Dutour s'occupe du tour des greffés. Et vous avez donc des greffés du cœur, du rein, qui vont faire jusqu'à 80 km, 600 km dans la semaine et plus. Donc on peut vivre et faire du sport en étant greffé du cœur, du foie, du rein. Alors vous êtes accompagné de... Merci. En tout cas, vous avez passé un premier message en disant faites des examens, regardez ce qui va, ce qui ne va pas bien, hein, ça c'est important. Vous auriez peut-être un message complémentaire à passer? Dépistez-vous et parlez bien sûr du don d'organes. Ce petit ruban vert, justement, on aborde une conversation, c'est quoi? On dit oui, c'est pour le don d'organes, et après vous faites des connaissances, vous parlez de la pluie, du beau temps, et vous retrouvez ces gens-là. Je rien que ce petit ruban. Alors, tout le monde a son ruban vert? Vous pouvez en prendre ici. Et il en reste ou pas? Oui, il en reste. Bon, il y en a sur la table, donc les personnes qui n'en ont pas pourront venir tout à l'heure en parler. Samedi, dimanche, c'est obligatoire, hein, ici à Lisieux notamment, et puis dans toutes les fêtes où vous allez, c'est important. Et depuis 3 ans, le 22 juin, vous voyez ce petit ruban vert là, au coin de toutes les chaînes de télévision, et les présentateurs journalistes le portent aussi. Avant, on ne le voyait que pour le sida, et maintenant, le don d'organes est reconnu. Voilà. La journée du don d'organes, le 22 juin. Vous êtes accompagné d'André Lenou. D'André, qui est notre André Lenou. Il a aussi perdu malheureusement sa compagne, originaire de Noyelles-Busillac, où on était ce matin. Oui, bonjour. Ma compagne, il est greffé poumon. Ça s'est très bien passé, l'opération. Mais le protocole des anti-rejets était en train de la tuer. Ils l'ont mis 12 jours en coma artificiel. Ils ont changé le protocole. C'est bien parti, mais ce n'est rien qu'on lâché. Donc elle était en dialyse, en attendant le greffe de rein, et malheureusement elle est partie. Alors vous avez raison de le dire, effectivement, on sait bien faire aujourd'hui les transplantations. Je pense que vous pourriez peut-être nous dire un mot aussi, que ce soit les poumons, le rein, le foie, effectivement aujourd'hui, vous André peut-être pourrait en parler, aujourd'hui on a quand même bien avancé sur ces transplantations. Moi, je peux en parler en ce qui concerne la mucoviscidose. On sait très bien qu'il y a un centre de transplantation à Nantes avec des équipes qui sont totalement opérantes et qui sont vraiment avec beaucoup d'efficacité. Donc ça aussi, il faut le dire, il faut savoir qu'effectivement, dans ces transplantations, aujourd'hui, on a fait quand même beaucoup de progrès. Je ne sais pas si entre vous voulez en parler un petit peu. Oui, il y a eu beaucoup de progrès. Je le disais tout à l'heure, moi, j'ai été greffé en 1990, je suis le 52e greffé du foie à Rennes. J'étais dans les premiers, c'était l'inconnu, c'était les débuts, et c'était 15 heures de bloc opératoire à l'époque, avec une réanimation quand même assez compliquée. Voilà. Maintenant, ça c'est terminé, ça. C'est en 5-6 heures, il faut une greffe du foie, ils font des tuyaux branchés, mais c'est remarquable ce qu'ils font, les chirurgiens. Et c'est pareil, en réanimation, ils se réveillent tout de suite à la sortie du bloc opératoire. Et au point de vue traitement immunosuppresseur, d'abord, il y a une variété de traitements qu'on adapte en fonction de la pathologie, en fonction des protocoles, dans lesquels on va sauver le patient, avec moins d'effets secondaires. Alors, moi, c'est quand même remarquable. Et l'un des progrès, notamment de la médecine, c'est d'envisager demain des biomarqueurs qui pourraient éviter, au bout d'un certain nombre d'années, la prise de médicaments. Je crois que c'est les travaux actuels qui sont menés. Il y a déjà des personnes qui arrivent, et j'en connais, qui ne prennent plus de traitement immunosuppresseur. Il y avait un immunologiste qui disait il n'y a pas très longtemps, au Congrès du foie par exemple, où c'est l'organe qui tolère le moins de traitement anti-rejet. On peut considérer que 20% de votre population à 10 ans de greffe pourrait se passer d'immunosuppresseur. Alors évidemment, les équipes médicales ne veulent pas s'engueuler, ils ont trop peur d'avoir un rejet tardif qui peut détruire les greffons. Mais voilà un petit peu les orientations qui sont prises. Oui, il y a beaucoup de progrès mathématiques. C'est bien de le préciser aussi, parce que c'est vrai que quand on donne, eh bien, on espère aussi que ça fonctionne bien, mais là, effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de progrès. Je me tourne vers Sophie Botrel, qui représente l'association Grégory Le Marchal sur le Morbihan. Alors, on sait que l'association Grégory Le Marchal, elle existe depuis 2007, quelques mois simplement après le décès de Grégory Le Marchal, dont tout le monde a entendu parler, un artiste connu, reconnu. Et ce sont les parents de Grégory, Laurence et Pierre, qui ont souhaité mettre en place cette association. Et Sophie, alors quelles sont les missions particulières de l'association?
Alors, on a 4 missions principales. La première, c'est d'abord d'informer sur la maladie, sur la mucoviscidose. La deuxième, d'informer sur le don d'organes, puisque ça reste quand même une étape pour certains de nos patients. On finance également la recherche, souvent avec, aux côtés de Vaincre la mucoviscidose sur les programmes de recherche, et on aide les familles et les proches. Par exemple, par des aides soit individuelles ou des aides un peu plus conséquentes. On a refait, il n'y a pas très longtemps, le service où sont accueillis des jeunes atteints de mucoviscidose, les jeunes et les adultes, à Vannes. Donc il a été complètement refait et on a cofinancé ça avec l'hôpital de Vannes. Donc maintenant, ils ont un service tout propre, tout neuf. Qui est remarquable. On a un très très beau centre de soins, très très beau CRCM, Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Et c'est vrai que cette coopération entre les deux associations, avec aussi la direction hospitalière, c'était remarquable et c'est ce qui a fait que. Et puis en plus, avec quand même Laurence Le Marchal, qui est tenace dans tout et qui ne lâche rien. Donc c'était remarquable. Mais ça aussi, ça montre aussi la bonne coopération entre les associations. C'est important. Il ne s'agit pas d'être tout seul dans son coin, non, il s'agit de travailler ensemble et d'avoir encore un peu plus de force, quoi. Bah, c'est à plusieurs qu'on ira plus loin, c'est clair. Et on a tous les mêmes messages, on a tous le même but. Et c'est important aussi pour les patients et les familles de voir que toutes les associations qui concernent la maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, vont dans le même sens. Parce que sinon on a des messages contraires et c'est pas le but. Et sur le don d'organes, effectivement, on a les mêmes messages et c'est important de véhiculer ça. Donc nous, sur les stands, en tout cas, c'est une information qu'on fait passer à notre échelle. On a des stands partout en France et le don d'organes fait partie de nos missions. Donc on a un enveloppe, on porte beaucoup d'envers et on essaie aussi d'être présent, comme ici aujourd'hui à Lisieux, sur des cérémonies, parce que pour aussi montrer cet esprit collectif. Alors le don d'organes, parce que comme d'autres patients, malheureusement, encore en France, Grégory Marchal est décédé faute d'avoir eu une transplantation pulmonaire suffisamment tôt. Il était en attente, je le dis comme d'autres patients qui comme lui sont décédés en attente également. Donc on voit bien que aujourd'hui encore, c'était en 2007, mais aujourd'hui, et André le répétait tout à l'heure, effectivement, on manque encore de dons d'organes pour pouvoir sauver des patients qui sont en fin de vie. Notamment, on parle de la mucoviscidose, hein, donc c'est vrai pour d'autres pathologies. Donc c'est pour ça qu'il faut bien répéter le message, d'en parler, et puis si possible, de bien être prêt à pouvoir donner, quoi. On a vu d'ailleurs après le décès de Grégory, il y a eu un rebond des chiffres de greffe. Donc on voit bien que quand on en parle, parce que ça a choqué, Grégory, ça ne se voyait pas qu'il était malade comme beaucoup de patients, que ce soit les mucoviscidose ou d'autres patients. Et donc je pense que ça a choqué l'opinion. Les gens ont pris conscience de ce qui pouvait se passer. C'était lui, ça aurait pu être n'importe qui, ça peut être nous demain. Et du coup, il y a eu un rebond sur le nombre de greffes juste après. Nous, on a des patients qui ont été greffés et qui ont la sensation que si ce n'était pas passé, s'il n'y avait pas eu cette Grégory, on n'aurait pas été greffé. C'était phénoménal, hein. C'était en un mois de temps, il y a eu autant de propositions d'organes qu'il y en avait sur une année, en ce qui concerne les poumons. Donc vous voyez, c'est aussi une personne connue, la télévision aussi, ça a aidé. Puis vous avez aussi la maison de Grégory Le Marchal, on peut en parler, parce que ça aussi c'est important aussi dans l'accueil des patients. Oui, en fait, il y a une maison donc, qui est la seule en France, une maison qui a été créée à Paris, à Rail-Maison, qui accueille des patients alors, en post-greffe. Alors, les post-greffe, mais aussi les patients qui peuvent bénéficier aujourd'hui des nouveaux traitements de la mucoviscidose, comme le gastro. Et donc, c'est une maison qui prend en charge le patient, non pas sur le plan médical, il n'y a absolument pas d'équipe médicale au sein de la maison, mais qui va les prendre en charge sur tout l'aspect de reprendre des projets, l'aspect social, l'aspect personnel, s'imprégner et puis accepter la greffe, tout ce qui est l'esthétique, l'expression, le bien-être, le développement personnel, tout ça, parce que c'est des patients qui n'ont pas forcément envisagé la vie après la greffe. Donc ils étaient dans leur maladie jusqu'à cette greffe-là et en fait ils ne se sont pas posé la question de ce qui allait se passer après. Et donc la maison, elle a pour but de vraiment les réorienter, de leur redonner un projet de vie.
et de leur permettre voilà, de s'épanouir avec cet organe ou grâce au nouveau traitement maintenant, parce que ça leur offre des possibilités de vie qui sont quand même énormes. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que jusque-là, on ne comptait dans cette pathologie que sur le don d'organes, sur une transplantation pour vivre au plus longtemps. Aujourd'hui, heureusement, avec ce Kaftrio, qui ne guérit pas, mais qui soigne beaucoup mieux, il y a une autre vision de la vie et de projet de vie. On devait, merci Sophie, merci beaucoup. On devait également accueillir Eric Ponsard, c'est ça, mais il n'a pas pu venir. Il devait nous parler c'est une famille de donneurs, donc il devait nous parler sur ce thème-là. Alors je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait témoigner, qui sont Hervé, c'est ça? On va prendre le micro, tu vas pouvoir témoigner effectivement sur la réflexion, la démarche, le temps nécessaire, et aussi peut-être autre chose. C'est bon. Bonjour à tous. Je suis le local de l'État, pour vous dire, puisque je suis lysiotais depuis très longtemps. Et en 2020, j'ai bénéficié d'une greffe de moelle osseuse suite à une leucémie. Alors c'est une greffe différente que de celle qui vous ont été racontée ou expliquée. On peut donner sa moelle osseuse lorsqu'on est en bonne santé, donc c'est de son vivant, c'est différent, mais voilà, il y a greffe et ça permet de sauver des vies. Donc je suis très heureux de pouvoir participer à cette journée sensibilisation au don d'organes, au don de moelle, au don du sang, et aujourd'hui à l'ISIO particulièrement. Je suis vraiment très honoré que la mairie ait eu cette initiative, et particulièrement Ornella qui a été là présente dès la première réunion et qui a eu vraiment la bonne idée de nous amener ce sujet. Voilà, j'invite toutes les personnes en bonne santé, j'espère que vous l'êtes tous, à donner un petit peu de votre temps. C'est pas énorme, pour donner son sang c'est environ 1 heure. On peut aussi s'inscrire sur le fichier des donneurs de moelle osseuse. C'est pas compliqué non plus. En 3 clics sur Internet, c'est très simple. Seule chose, c'est qu'il faut être en bonne santé, bien sûr, et avoir moins de 35 ans. Oui, je perçois des gens qui ont un peu plus de 35 ans. Alors, ne vous découragez pas, c'est pas perdu. Allez-y, soyez persuasifs vis-à-vis de vos enfants, de vos amis, de votre entourage. Particulièrement les gens qui sont dans l'enseignement, n'hésitez pas à en parler avec vos jeunes. Il faut qu'il y ait des inscriptions de jeunes de moins de 35 ans. Très important. Voilà. Merci Hervé. J'aimerais bien qu'on entende la voix d'Ornella, qui en fait a été l'instigatrice, et puis j'aimerais bien vous entendre nous dire comment vous avez vécu ce cheminement et comment vous vivez cette journée aujourd'hui, puisque vous avez allumé la mèche. Quand monsieur le tuteur est venu nous voir à l'IFSI, on a très rapidement compris l'intérêt qu'il fallait de passer ce message. Et donc voilà, de fil en aiguille, grâce à Madame Gouet-Guilherme, on a réussi à arriver jusqu'aujourd'hui. C'est un bel élan de solidarité, je pense qu'il faut continuer à en parler. Et merci à tous d'être là, et merci à vous. Comme on dit, c'est un match les deux. C'est pour ça.